Matryoshka. Wiesmann nous aide parfois à cheminer même au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre. En tant que philologue, il a travaillé sur l'histoire des langues. L'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le grec, etc. Et donc au travers de son travail sur les langues, eh bien, il nous aide à mieux comprendre l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a parfois du mal à s'entendre en Europe? Et par exemple, la dette. Quand on parle de la dette, est-ce qu'on se capte vraiment? La dette se dit en allemand avec une connotation qui signifie péché. En français, on ne l'entend pas. Alors, quand un Allemand parle de la dette, il ne peut pas s'empêcher de penser en même temps péché. Du coup, le comportement de tous les pays germaniques, mais les Allemands en particulier, à l'égard de la dette grecque, était déjà dans la langue qu'ils utilisent. Et donc les pays latins ne comprenaient pas pourquoi ils étaient tellement durs, tellement intransigeants. Parce que la dette était un péché. En allemand, c'est Schuld. Et ensuite, quand Mme Merkel a ouvert les frontières, pour accueillir soudain, d'un coup, 1 200 000 migrants. Dans les médias français, on s'est interrogé lourdement si cette dame n'était pas schizophrène, parce qu'elle était tellement dure avec les Grecs et tellement humaine avec les migrants. Ben, personne n'a entendu que lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet au Parlement, elle a dit « mais c'est notre foutue dette ». Or là, ce n'est pas la dette financière des Grecs, c'est la dette des Allemands à l'égard de l'humanité. Alors, j'ai raconté ça à Macron, qui l'a reproduit dans son discours d'ouverture à la Foire du Livre de Francfort, et l'effet en Allemagne a été incroyable. Quoi, un Français comprend? Et c'est là la vraie communication en Europe passe par quand même une familiarité minimale avec les langues des autres. Vous avez grandi en allemand, appris l'italien, et puis vous êtes venu en France, et vous avez continué à penser aussi en français. Si on regarde les générations qui viennent aujourd'hui, est-ce que la globalisation, la numérisation, les codes communs, l'uniformisation des goûts fait qu'on se retrouve à avoir une langue ou un langage commun, petit à petit, selon vous? Non, mais ce qu'on a en commun, c'est évidemment une langue qui est uniquement destinée à désigner des choses. Alors que les langues vivantes, ce que j'appelle les langues de culture, sont des langues dans lesquelles, au fait de désigner quelque chose, de dire quelque chose, se superpose toujours à vouloir dire. Or, le vouloir dire, qui est ce que le sujet ajoute à la désignation de l'objet, fait la richesse des langues. L'exemple idiot, c'est quand je dis en français « tu es un âne », eh bien, dans la langue réduite à la pure dénotation d'une réalité, ça veut dire tu es un animal gris avec de longues oreilles. Et donc, il faut que je sois dans la langue telle qu'elle évolue tout le temps pour saisir qu'il y a une connotation, à côté de la dénotation de l'objet, une connotation du point de vue du sujet. Lorsqu'on fait un trait sur le vouloir dire et s'occupe uniquement du dire, du désigner, on est dans cette logique du clic, de la connaissance, off, et à partir de là, on perd la langue, celle dans laquelle on peut réellement communiquer. Parce que ce qui se communique dans une langue de communication, c'est quand même ce que le sujet ressent. Ce n'est pas le monde commun, c'est utile dans les terminologies techniques, ça rend service. Je ne fais pas le procès aux langues de service, on en a besoin. L'anglais international est typiquement une langue de service, dans laquelle on ne peut absolument pas dire ce qu'on veut dire. Il faut dire ce qu'on peut dire. Mais on ne peut pas dire ce qu'on veut dire. Pourquoi? Mais parce que cette langue ne permet pas, comme l'anglais véritable, l'anglais culturel ou historique,
de s'appuyer sur les traces du vouloir dire, c'est-à-dire de toutes ces allusions, de ces petites métaphores, ce petit jeu, souvent un peu ambigu, à bon entendeur, où le sujet communique avec l'autre à la faveur de ce dont il parle, mais pour dire plus que ce dont il parle. C'est quoi la différence à une Huysmans entre l'anglais de service et l'anglais culturel? L'exemple de l'anglais indien est très intéressant parce que les Anglais ont reçu cet anglais que nous appelons international sous la forme du Basic, qui était la langue de l'administration coloniale qui devait permettre d'avoir l'interface entre les élites locales et le colonisateur. C'était une langue vraiment réduite à l'essentiel de ce qu'on veut désigner. Or, les Indiens qui ont appris cette langue s'en sont emparés et leur besoin expressif a fait que peu à peu cette langue s'est nourrie d'emprunts faits au hindi, à l'ourdou, aux langues majeures du sous-continent, et ils ont développé un anglais qui n'existe nulle part ailleurs. Vous vous souvenez que l'espéranto était une langue comme ça, faite uniquement pour désigner des choses, elle n'était pas évolutive. C'est-à-dire, en espéranto, vous ne pouvez pas inventer des mots ou faire des jeux de mots, c'est pas possible, puisque c'était destiné à nous permettre de simplement désigner le monde commun dans lequel on évoluait. Et du coup, l'espéranto n'a pas eu d'avenir. Matryoshka.